Et c'est y part pour le 5e épisode de Passy Rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Ici on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qu'on y trouve derrière. Car entre drapeau LGBTQI+, étendard anarchiste, humour noir et j'en passe, la ville rose m'en fait voir tous les jours, de toutes les couleurs. Et aujourd'hui on va parler de stand-up, et plus particulièrement de ces scènes ouvertes. Quels sont les enjeux d'ouvrir une scène accessible à tous et toutes ? Comment ne pas tomber dans des travers stigmatisants ? Est-ce qu'il y a des travers stigmatisants ? Comment faire tenir tout ça sur la durée ? Pas mal de questions hautement philosophiques. Et pour répondre à ça aujourd'hui, je reçois Emma de Foucault. Bonjour Emma. Salut Bruno. Tu es toulousaine toi depuis... Eh bien je l'ai été pendant 6 ans et je le suis plus depuis 8 mois. Voilà, mais je le suis en cette période de confinement, de fête, mais sinon j'ai été toulousaine pendant 6 ans. Ça commence à faire un bon score quoi. Ouais, c'est pas mal. Merci à toi d'être venu. Eh ben merci pour l'invitation. Que vous sachiez, du coup ça se fait donc à distance, confinement oblige, chacun dans son appartement maison. En respectant toutes les règles de distanciation sociale, exactement. Tu es comédienne depuis quelques années, tu as écrit, monté et joué un spectacle qui s'appelle Trop tard pour annuler. Tu tiens un blog, tu te produis sur diverses scènes de stand-up françaises et tu as co-créé la Toulouse Comedy Night en 2017 qui est une scène ouverte de stand-up qui a lieu tous les mercredis à 20h au Duplex qui est un bar à Jean Jaurès. Exactement, putain, c'est parfait, tu m'as présenté mieux que ma mère l'aurait fait elle-même. Ah franchement, ce n'est pas une blague, tu as pas mal de choses disponibles sur internet, donc petit travail de fond. Je suis extrêmement présente sur tout ce qui est interweb, c'est sûr, on voit tout de moi. En vrai, il y avait quand même quelques... Moi j'ai trouvé pas mal de trucs, je m'attendais à moins. Ouais, j'ai peur. Ça fait longtemps que je me suis pas googlé, je crois. Du coup, maintenant, toi, j'aimerais que tu te présentes. Et pour te présenter, c'est ce que je demande à toutes les personnes. Toi, ta définition de Toulouse en 3 mots. En 3 mots, c'est hyper dur. Parce qu'en plus, ouais, moi, je viens du Nord. Donc, il y a eu un choc culturel. Donc, je dirais que le premier mot, ce serait accent, quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose, on le sent, dans les sonorités. Il y a accent, je dirais, allez, soleil, quand même. Et je dirais fête. C'est un peu bateau, mais ouais, quand même. Allez, fête, accent et soleil. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as co-créé une scène ouverte de stand-up à Toulouse. Et la première chose que je voulais savoir, c'était pourquoi ça s'est fait. En tout cas, pourquoi tu as eu envie, c'est quoi les enjeux que toi, tu mettais dans « Ok, là, maintenant, il faut qu'à Toulouse, il y ait la Toulouse Comedy Night ». Alors déjà, faut savoir que moi, j'ai pas forcément ouvert des portes. Les portes, elles étaient déjà au moins entrouvertes. Si ce n'est ouvertes, elles étaient au moins entrouvertes parce que avant de créer la Toulouse Comedy Night, pendant 4 ans à Toulouse, il y a eu une scène qui s'appelait le Comptoir du Rire, qui avait été créée à l'époque par Haroun et Frédéric Dezotti, donc 2 comiques dont un qui aujourd'hui est quand même très très connu. Et voilà, c'est une scène qui était un peu plus haut sur les allées Jean Jaurès et sur laquelle beaucoup d'artistes ont débuté, ont fait leur premier pas, moi y compris à la fin, puisqu'en fait cette scène s'est arrêtée, je dirais, du coup il y a bientôt 4 ans. Voilà, ça a complètement arrêté et on s'est tous retrouvés un peu, nous les humoristes toulousains, orphelins et en même temps très frustrés de voir que ça commençait vraiment à prendre. C'est-à-dire que je pense, pour en avoir parlé beaucoup avec les fondateurs de cette scène, ça a mis 2 ans vraiment à s'installer et il y a eu d'abord un public très très fidèle mais assez restreint qui venait toutes les semaines, donc c'était rempli, mais si tu veux ça prenait pas encore une ampleur locale, tu vois ce que je veux dire, et du coup on a senti que c'était pile à ce moment-là où on était en train de passer un peu la seconde que voilà, tout s'est arrêté et c'est à quelques humoristes on s'est retrouvés un peu comme ça, on a appris la nouvelle en été, on s'est dit zut, qu'est-ce qu'on fait en septembre, on n'a plus d'espace de création, plus d'espace de travail, parce que vraiment le principe d'une scène ouverte c'est de vraiment travailler dans de bonnes conditions et on s'est dit il faut recréer quelque chose, et moi du coup mon enjeu à titre très personnel c'était que ça faisait quoi 7-8 mois que j'avais commencé l'humour, j'avais trouvé un lieu, j'avais trouvé une bande avec laquelle ça matchait bien, je m'exprimais, je progressais, je découvrais un peu on va dire les bases du métier, et hop, tout s'arrêtait. Donc vraiment c'était très égoïste aussi de me dire il faut recréer quelque chose, et toute seule évidemment j'aurais pas du tout eu le courage de me lancer. Donc c'est à plusieurs que collectivement on s'est dit voilà, on a vu comment ça pouvait se passer, on voit qu'il y a un public, donc on a réfléchi à un lieu et on a créé la Toulouse Comedy Night comme ça à plusieurs, à la base après une conversation Messenger où chacun était sur son lieu de vacances respectif quoi. Donc c'était assez drôle, mais c'est en 15 jours que tout était fait quoi. Donc ça a été décidé très vite comme une évidence pour tout le monde, je pense, avec chacun des enjeux en plus perso quoi.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, on va ouvrir un lieu pour que la bande puisse jouer, mais quand même pour laisser ouvert ça à monsieur, madame, tout le monde qui ont envie de tester leur première scène, tu vois. C'est un autre engagement et je pense même que ça demande plus de temps et plus de travail, quoi. Ouais, mais en fait, on était tous, on va dire, quand même si certains avaient commencé, on va dire, il y a 3 ans ou quelque chose comme ça, moi j'étais relativement débutante, un des autres cofondateurs était aussi assez débutant, donc on avait tous encore, quand même en mémoire assez fraîchement, le fait qu'on nous avait laissé une chance, on nous avait encouragé, on nous avait posé des dates alors qu'on était vraiment débutants à l'époque, donc au comptoir du rire, on nous avait vraiment encadré, et nous l'idée c'était de se dire bon, on va laisser la chance aussi à des gens de monter sur scène, parce qu'au final il y a plein de gens qui soupçonnent même pas qu'ils ont l'envie de le faire à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on se disait, nous ça nous a pris tous à des moments différents de notre vie, et c'est parce qu'on a vu que ça existait qu'on s'est lancé, en fait. Voilà, personne ne va se lancer dans l'humour en créant sa scène ouverte, voilà, il faut déjà qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour que ça motive les gens, donc on voulait vraiment déjà offrir cette possibilité, laisser le choix aux gens de venir ou pas, et aussi on se disait très sincèrement à cette époque-là, c'était un creux de la vague, enfin c'était pas que c'était un creux de la vague, mais on n'avait pas non plus assez d'humoristes confirmés pour proposer des spectacles inédits toutes les semaines, et on voulait vraiment que ce soit un truc hebdomadaire pour fidéliser le public, et en même temps on se disait, si on n'est que 4, 5 ou 6 ou même 7, les gens vont se lasser en fait de voir tout le temps les mêmes têtes, il faut quand même qu'il y ait du sang neuf entre guillemets toutes les semaines, qu'on motive des gens, et en fait les comiques en devenir ont répondu présent hyper vite, parce qu'on a eu des demandes de jeux dès les premières semaines, vraiment très rapidement, qu'on n'a jamais eu de mal à trouver des gens motivés pour s'essayer à l'exercice. Le fait que là, ça soit monté par des gens que tu as vus sur scène, ça peut aussi plus motiver les gens à, bon, bah, tu vois, entre guillemets, le rêve est possible. On a vu des gens qui étaient sur scène qui la montent, donc peut-être que nous, on peut prendre la suite, etc. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que, bon, là, encore une fois, je parle en mon nom et à titre très personnel, j'étais la plus débutante de la bande quand on a créé la Toulouse Comedy Night, donc quand les gens venaient me voir à la fin pour me dire, ah, mais comment il faut faire, enfin, pour moi, c'était très frais, en fait, ces expériences de débutant. Je disais, mais attends, moi, il y a 8 mois, j'étais comme toi, ou il y a 1 an, j'étais comme toi, voilà, j'avais jamais joué, j'étais jamais montée sur scène, t'inquiète pas, il faut juste se lancer, etc. Enfin, disons que je pense que mon discours aussi était suffisamment encore empreint de vérité, parce que voilà, c'était plus qu'une passion, je commençais pas à vivre exclusivement de ça, mais je commençais à gagner de l'argent avec l'humour, mais j'étais encore dans cette découverte vraiment du job, et pour moi même à cette époque-là, quand la TCN s'est créée, la Toulouse Comedy Night, il n'était pas encore vraiment question de ne vivre que de ça, donc il y avait encore cette espèce d'insouciance de début, tu vois, où du coup quand j'en parlais avec les spectateurs qui étaient en train d'hésiter à monter un jour sur scène ou pas, voilà, on se comprenait vraiment, et je pense que c'était plus facile pour moi d'avoir ces discussions-là que pour des gens qui faisaient déjà de la scène depuis 4 ans, comme les autres cofondateurs, je pense à Gabriel Frances ou Fabien Guilbault, qui vraiment faisaient ça depuis 4 ans, qui avaient peut-être un peu plus oublié ce que ça faisait que d'être monté sur scène pour la première fois par rapport à moi, pour qui c'était vraiment frais, quoi. Quand t'as ce côté en plus artiste en général, je trouve que c'est grave important de garder ce côté. C'est quoi les premières fois, c'est quoi les petites salles, enfin les petites ouais, salles. bien sûr. C'est quoi la proximité, tu vois, pour. Ouais, mais plus les années passent, plus les gens ont du mal à comment dire, à croire que ce que tu dis est vrai. Enfin, tu vois, si tu dis oui, moi il y a 5 ans, c'était dur aussi, les gens font ouais, d'accord. Alors que si vraiment tu leur dis non, mais moi, meuf, c'était il y a 6 mois que j'ai fait ça, je trouve que les gens, il y a plus de résonance, et je pense que ça motive un peu plus peut-être aussi les gens à se dire ouais, bah c'est que c'est possible en fait de se lancer un peu du jour au lendemain, quoi. Et pour lancer ça, est-ce que tu as eu ou vous avez eu des galères, en tout cas des difficultés? Est-ce que c'était difficile de trouver des salles, de trouver d'autres artistes, de trouver du public? En fait, en vrai, les grosses galères, il n'y en a pas eu tant que ça. C'était vraiment le fait de trouver des consensus, parce que on a commencé à 5, puis après, tout de suite après, on n'était plus que 4, et on a été très longtemps à 4. Et du coup, bah, dès que t'as un vote un peu à main levée, à 4, t'es vite 2 contre 2. Et du coup, des fois, tu te retrouves sur des décisions qui prennent une plombe, juste parce qu'on est 2 contre 2, quoi, tu vois, et qu'on a envie de faire un truc un peu démocratique, mais c'est compliqué à 4. Donc, il y avait un peu ça qui prenait du temps. En fait, c'est juste que voilà, comme dans n'importe quel collectif, bah, voilà, ça prend un peu de temps de discussion, et que ça passait beaucoup par Messenger et par des réseaux sociaux, et donc forcément on n'est pas forcément tout le temps en présentiel, quoi, donc c'est un peu long par écrit et tout, voilà. Donc c'était juste vraiment une galère purement logistique. La salle, on l'a trouvée tout de suite, en fait, le lieu était tout de suite chaud pour nous héberger toutes les semaines. Enfin, ils étaient carrément chauds pour tester, en tout cas, et ça n'a pas du tout été une pression de on voit la première, comment ça se passe, et après on vous dit. Franchement, ils se sont engagés
assez vite. Et puis en plus, on a eu vraiment de la chance parce que le staff, bah voilà, mine de rien, c'est nous. On arrivait à 5, puis en tout cas à 4 pendant très longtemps, comiques, à devoir gérer aussi, à travailler au sein d'une équipe déjà constituée de serveurs, de barmen, de staff de cuisine, de patrons, tout ça, qui eux faisaient tourner leur business aussi normalement comme n'importe quel soir. Donc il a fallu aussi nous, finalement, sortir un peu de ce côté artistique et de notre petite scène ouverte pour parfois travailler de concert avec les gens qui étaient au bar tout simplement. Enfin, ça s'est calé au fil des semaines, mais c'était pas forcément évident au début. C'est-à-dire que pour moi, pour que ça se passe bien, il faut vraiment une cohésion entre le lieu qui t'héberge et les artistes qui organisent la scène, parce que c'est pas un théâtre. Voilà, c'est un lieu qui vit, qui a sa vie indépendante, et nous, on a des besoins, et chacun a des besoins en fait, donc faut se mettre d'accord, et ça prend quelques semaines. Franchement, faut se roder, et très vite en fait, ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de chance avec le lieu, parce que franchement, je sais que par expérience, d'autres copains qui ont eu des scènes ouvertes, parfois ça se passait pas bien avec le lieu, et c'est la mort assurée du projet, quoi. Généralement, le début, ce que tu parlais, c'est le côté entre guillemets apprentissage où chaque partie a envie. Mais vas-y, c'est quoi accueillir des artistes? Ouais, c'est accueillir des artistes, on connaît pas trop. Et en même temps, nous sur scène, qui est des gens en bas, ça fait les clichés, mais tu vois, qui boivent leur bière, qui crient, qui sont en train de lifer, on connaît pas non plus. Il faut. Ouais, et puis nous, il y avait accueillir les spectateurs, en même temps un peu se dire, attends, si c'est, il faut qu'ils montent avec une conso, donc il faut leur, enfin tu vois, c'est pas juste accueillir les spectateurs pour la scène ouverte, c'était juste penser aussi à leur dire, faut commander au bar, enfin tu vois, c'est-à-dire qu'on avait chacun des informations de l'autre métier à connaître pour que ça se passe bien, et eux aussi en bas, parfois ils pensaient pas à baisser la musique sur certains trucs, ou au contraire, voilà, enfin c'est vraiment, encore une fois, c'était des détails qui étaient pas compliqués à gérer en soi, qui étaient pas galères, mais qui ont mis un peu de temps. Et après, les grosses galères qu'on a eues, c'était vraiment sur les stress techniques, quoi, comme n'importe quel, j'ai envie de dire n'importe quel événement, quoi. T'arrives, t'as tout acheté, tes câbles, tes machins, et tu sais pas pourquoi, le jour J, 10 minutes avant, ça fonctionne pas, et ça rend fou, parce qu'aucun de nous n'avait la casquette vraiment de technicien. Et quand on crée une scène ouverte, les enjeux, c'est aussi d'être un peu multifonction, quoi. C'est-à-dire que tu penses à ton texte, à l'accueil des spectateurs, à l'accueil des humoristes, à la gestion de comment gérer la communication avec le staff du lieu, puis la technique, et tu te retrouves vraiment avec toutes ces casquettes, et parfois c'est un peu difficile, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance, nous, de commencer à 4, parce qu'on a pu s'épauler, voilà, et chacun avait un peu plus vite développé certaines compétences par rapport à d'autres, donc voilà, chacun avait un peu ses points forts et ses points faibles, et ça a roulé, quoi, assez vite ça roulait. Et en plus, ce côté, tu disais, d'être plusieurs a permis, en tout cas moi je trouve, parce que la scène existe depuis plusieurs années, de faire en sorte que ça dure, parce que du coup quand t'as une personne sur scène, t'en as forcément un ou une autre qui va être aux lumières, un ou une autre qui va avoir la tête dans ok, comment les réseaux sociaux je fais vivre ça en attendant. Bien sûr. Il y a ce côté qui tourne, et moi du coup je me posais la question, à Paname, le stand-up est ancré depuis plus de 10 ans. Il y a des cafés, il y a des lieux dédiés à ça. Tu peux jouer quasiment tous les soirs. Est-ce que ça a pas aussi et du public et des artistes? Paname va attirer si les gens veulent évoluer dans leur carrière. Ouais. Est-ce que tu l'as vu toi ça au quotidien? Moi je l'ai vu, c'est-à-dire que pour moi encore aujourd'hui malheureusement à Toulouse, enfin je pense que ce que je dis est d'ailleurs de moins en moins vrai, et c'est tant mieux. Moi on va dire que je parle de ce que j'ai constaté en quittant Toulouse, c'est-à-dire maintenant il y a 8-9 mois, c'est que je trouve qu'il y a un plafond de verre en fait, c'est-à-dire que Toulouse, surtout avec la multiplication un peu des scènes qui se créent à droite à gauche, t'offre l'opportunité de démarrer, de progresser, de faire tes armes, et en plus vu qu'il n'y a pas encore énormément voilà, le réseau il est pas saturé, quoi, tu vois, d'humoristes et d'événements, c'est-à-dire que assez vite tu peux même avoir des plans qui sont payés, tu vois. Moi je veux dire, même dans mes 6 premiers mois je commençais à être payé pour jouer dans un resto ou pour jouer dans un truc, ok c'était pas des plans ouf, mais tout de suite tu touches tes premiers cachets, t'es content, t'avances, tu te confrontes aux difficultés du métier, t'apprends le métier un peu à la dure, sur le tas. C'est une autre école qu'à Paris pour ça, et ça c'est hyper bien. Par contre je trouve que pour en vivre vraiment, être professionnel à faire que du stand-up, malheureusement encore à Toulouse c'est un petit peu difficile. Et donc oui, voilà, il y a cette étape un peu de plafond de verre qui fait qu'au bout d'un moment les humoristes qui se professionnalisent à fond, ils partent de Toulouse, ou en tout cas ils sont de moins en moins à Toulouse et ils sont beaucoup plus à Paris, ce qui est mon cas, etc. Et du coup on peine à avoir des humoristes on va dire réguliers qui sont professionnels. Voilà, ça c'est un peu la difficulté. Par contre, on a des très très bons débutants ou intermédiaires qui sont en train de faire leurs armes à Toulouse et qui sont hyper bons. Donc voilà, on profite de leur présence tant qu'ils sont là. Et aussi, on a la chance d'avoir parfois des humoristes parisiens ou nantais ou bordelais ou marseillais, ou voilà, de plein d'endroits qui sont des professionnels depuis parfois 10 ans, qui viennent
en exceptionnel, jouer une fois à Toulouse parce qu'ils sont dans le coin, soit pour une date, soit pour voir des potes, enfin bref. Et du coup, on arrive quand même à mixer un peu les niveaux entre les débutants intermédiaires, voire confirmés toulousains, et les professionnels un peu à l'ancienne qui viennent nous rendre visite exceptionnellement, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça la difficulté, c'est qu'encore aujourd'hui, on a un peu un plafond de verre pour se professionnaliser parce que même les théâtres de la ville sont pas encore, je trouve, complètement à la page sur ce que c'est que le stand-up, sur les besoins, sur ce qu'il faut pour que le stand-up se développe vraiment dans de bonnes conditions, quoi. Le truc, c'est qu'à Paris, c'est arrivé tôt et ça a été mis en avant par des gens qui avaient déjà des gros moyens financiers derrière. Franchement, il y a plus de 10 piges, j'étais petit, t'avais déjà le Comedy Club qui existait, porté par Jamel, etc. Financièrement, les personnes qui ont amené ça avaient déjà les moyens de voir gros, d'être ouais, et en même temps, c'était les débuts du stand-up qui étaient encore très 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 influencés, voire trop influencés par ce qui se fait aux États-Unis. Et je trouve que même si, je suis tout à fait d'accord hein, que c'est à Paris qu'il y a le plus de spectacles, il y a tous les soirs, il y a 30 ou 40 plateaux en même temps, un peu partout dans la ville, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait des nouveaux plateaux qui se créent. Et en même temps, il y a énormément d'humoristes aussi. Et du coup, je trouve que ce qui est bien à Paris, c'est que on sent que on s'éloigne petit à petit justement un peu de ce qui se faisait il y a 10 ans au Jamel Comedy Club ou quoi au caisse, qui c'est super que ça ait existé, mais si tu veux que maintenant on est en train petit à petit de créer une nouvelle identité au stand-up, qu'on est en train d'explorer des nouveaux champs dans le stand-up, il y a de plus en plus de variétés, de plus en plus de choses, de plus en plus de styles, c'est-à-dire que maintenant tu vas pas voir du stand-up pour voir du stand-up, tu vas voir du stand-up mais dans le stand-up, tu vois plein de typologies d'artistes différents, avec des choses différentes à raconter, des parcours différents, des origines différentes, et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et c'est ce qu'on a eu, nous, à Toulouse, très vite, parce que forcément, tu vois, moi, j'ai commencé, j'avais presque 30 ans, t'en as maintenant qui commencent, ils ont 19 ans, ou 20 ans, enfin, tu vois, il y a plein de choses différentes, on a tous des origines et des parcours différents, et je trouve que le stand-up à Toulouse est assez représentatif de ce qui se fait en dézoomant à Paris, c'est-à-dire que t'as quand même pas mal de styles variés, et ça, c'est vraiment ça pour moi qui fait que c'est en train d'exploser en France, quoi. C'est de voir qu'on n'est plus sur un seul modèle, en train de s'enfermer dans des carcans de c'est comme ça qu'il faut faire, comme un peu ce qui se faisait potentiellement il y a 10 ans, tu vois. C'est ce qui, moi, m'a vraiment surpris quand je suis venu à la Comedy Night, où ça faisait très longtemps que j'étais pas allé sur des scènes de stand-up. Ouais. Alors, je me posais la question, est-ce que c'est propre à l'évolution du stand-up ou est-ce que sur Toulouse, toi, tu vois aussi des spécificités propres un peu en termes de public, de lieu, d'artistes, de thèmes abordés par les artistes? En tout cas, dans moi, les premières années que j'ai faites à Toulouse, on va dire la bande un peu d'humoristes qui s'est constituée, c'est vrai qu'on avait tous plus ou moins les mêmes parcours, en tout cas on a la même origine socio, professionnelle, enfin c'est con, mais je trouve que la spécificité à Toulouse, en tout cas il y a quelques années, c'est qu'il y a eu quand même pendant pas mal de temps, pas mal d'humoristes qui étaient un peu plus âgés, qui avaient déjà un boulot à côté, voire des enfants, ou tu vois, qui parlaient de problématiques d'open space ou d'ingénieurs, ou trucs comme ça, enfin, et du coup ça avait amené un public quand même un peu trentenaire, etc. Puis petit à petit ça s'est quand même rajeuni, je trouve, ces dernières années, avec des mecs qui se sont lancés, des nanas qui se sont lancés, des étudiants du coup, ou des gens qui font pas d'études et qui sont déjà dans le milieu professionnel mais jeunes, enfin du coup ça a un peu élargi et le public commence à se varier aussi. Moi je trouve, c'est ça que je ressens, c'est que quand j'ai commencé je trouvais que c'était un public un peu qui entre guillemets me ressemblait, tu vois, c'est-à-dire plutôt blanc, plutôt pas forcément riche, mais on va dire pas forcément non plus à la totale dèche, des gens qui avaient un boulot à côté, pas forcément épanouissant mais pas non plus forcément atroce, tu vois ce que je veux dire, il y avait quand même un peu un peu une unicité dans le public. Et puis je sais pas, moi l'impression que j'ai quand même ces dernières années, c'est que c'est en train de s'élargir, justement parce qu'il y a de nouvelles propositions artistiques et de nouveaux profils d'artistes qui montent sur scène et qui attirent fatalement des publics plus larges, et c'est en train de devenir quelque chose, je trouve, vraiment très très ouvert. C'est pour ça que je parlais on a la même évolution qu'à Paris, mais je trouve en beaucoup plus de temps avec beaucoup moins d'artistes, et ça je trouve ça incroyable. La première fois pour aller à la scène, je me disais, tu vois, c'est au Duplex, à Jean-Jo. Je me dis, ça peut pour certaines personnes déjà demander un effort, entre guillemets. Bien sûr. Allez, je vais au centre-ville, je vais dans tel endroit, etc. Et effectivement, c'est plus ce que tu disais, la mixité des personnes qui vont passer, en tout cas socioculturelle. Il se passe plus de choses, il y a plus d'offres, il y a plus d'humour accessible, donc ça va plus motiver les gens à y aller. Oui, puis le Duplex avait quand même, enfin moi je sais que par exemple avant d'y jouer, avant de faire la Toulouse Comedy Night, j'y avais jamais mis les pieds, c'était pas du tout ma cible, enfin en tout cas en week-end c'est pas du tout un bar que je connaissais, c'était pas du tout mon QG, je sais que c'est un truc où tu sors, je sais pas, enfin c'est une certaine typologie de personnes, c'est ça a l'image un peu d'un côté un grand bar de centre-ville où il y a de la musique, où ça danse, etc. Moi c'est pas du tout le genre d'endroit que je fréquente habituellement, et en fait c'est ça qui est chouette aussi, c'est que petit à petit on a amené des gens
qui découvraient le duplex, et je sais que l'équipe du duplex était assez contente de découvrir ça aussi. Ils se sont dit tiens, c'est marrant, on a une nouvelle clientèle aussi qui se crée, un peu plus variée, qui du coup parfois revient en week-end parce qu'ils aiment bien les tapas, et du coup ils se disent bah tiens, on est à Jean Jaurès, qu'est-ce qu'on fait, bah vas-y, on passe manger au duplex. Enfin voilà, et inversement, des gens du duplex que moi je fréquentais pas forcément avant, qui étaient des habitués du duplex, venaient découvrir l'humour, la scène toulousaine, etc. Et après c'est des gens qui pouvaient venir à nos spectacles. Enfin, il y a eu beaucoup d'ouverture comme ça, et ça c'était vraiment par rapport peut-être effectivement au Comptoir du Rire, donc la scène précédente, hein, celle sur laquelle on a tous commencé, qui du coup avait un public beaucoup plus d'habitués. Très vite en fait on s'est rendu compte qu'on commençait à toucher un bouche à oreille beaucoup plus large, et chaque semaine on a des gens, on sait même pas d'où ils viennent, comment ils ont entendu parler de nous, ils venaient comme ça des âges différents, des milieux différents, même parfois des gens qui venaient du Tarn ou d'Ariège exprès pour la soirée. Enfin vraiment plein de profils variés, et ça c'était vraiment le truc pour nous qui a été un peu le déclic de ok, là on est en train de faire un truc vraiment cool. Je trouve que ça donne des situations improbables, mais du coup sur la durée vachement plus chouette, de un lieu artistique en décalage, enfin une clientèle différente le mercredi, du jeudi, du mardi, ça donne plus de discussions, ce que tu disais, entre vous, les gens qui gèrent le bar, les gens qui passent, et en vrai c'est tout bénef. Ouais, et même selon les artistes qui sont programmés, nous on a aussi vu des différences dans le public. Parfois quand tu programmais un artiste par exemple assez jeune, qui faisait venir tous ses copains de fac ou je sais pas, bah tu vois, même pour nous en tant qu'artistes, on disait ah ok, ce soir il y a un peu plus de défis parce que moi j'ai 30 ans et je vais devoir jouer devant des gens qui en ont 19, du coup est-ce que je vais leur parler, comment je vais faire pour... Enfin voilà, et ça a permis finalement en un seul lieu d'avoir des variétés de public qui du coup chaque semaine nous remettaient aussi en question, on n'avait pas de zone de confort en fait, si tu veux. C'est ça que je trouvais chouette, c'est qu'on n'avait pas le public d'habitués. Enfin, évidemment, il y avait des habitués, on était toujours ravis de les revoir, de les apercevoir dans le public, mais t'as un côté un peu où tu dis tiens, ce soir c'est pas un public acquis, ils sont beaucoup plus jeunes. Ok, comment je vais les choper, ou au contraire parfois un public plus âgé. On a déjà eu récemment un groupe ils étaient arrivés à 30, ils avaient 60 balais, tu vois. On se disait ok, c'est très particulier, tu vois. Et en fait ça s'est super bien passé, voilà. Et du coup à chaque fois pour nous c'est des publics différents quand même, donc ça pour les artistes je trouve que c'est aussi important, parce que se mettre dans des bonnes conditions, si tu joues tout le temps devant tes potes, en vrai tu progresses pas quoi. Il faut se rendre compte que sans forcément plaire à tout le monde, comment toi tu vis cette différence de ton, c'est comment la différence de rythme et tout ça, et ça c'est hyper important. En plus, ce côté plein de gens qui viennent et qui amènent leurs potes différents, pour moi je trouve que c'est un peu une des forces du stand-up à Toulouse, mais aussi dans les autres villes. C'est qu'en gros sur Toulouse, des lieux on va dire de scène ouverte, où en tant qu'artiste tu peux venir t'exprimer oralement. En gros t'as soit les théâtres d'impro, soit les scènes slam. Et le stand-up, je trouve pour moi là où ça tire son épingle du jeu, c'est vu que c'est de l'humour, ça existait il y a 40, 50 ans, donc les anciens, les anciennes peuvent s'y retrouver. Mais ça garde ce côté quand même assez jeune, où, enfin j'avais 15 piges, on me disait tu vas à une scène slam, à une scène de stand-up ou voir du théâtre d'impro, le stand-up quand même paraît un peu plus accessible. Ouais, et puis je pense qu'il y a un côté où, je sais pas, moi je connais très très mal l'impro, mais je pense que comme c'est quand même... Enfin, je sais que souvent c'est dans des lieux aussi, parfois, ça peut être dans des bars, je sais que ça se fait aussi même à Toulouse dans certains bars, etc. Mais globalement, le théâtre d'impro, c'est plutôt des spectacles. Enfin, tu vois, t'arrives vraiment sur quelque chose où c'est souvent dans des théâtres, t'as quand même ces codes un petit peu, même si c'est hyper fun et tout, t'as quand même le code du fauteuil rouge, de la scène, de la lumière qui s'éteint, des applaudissements, de quelque chose qui est une vraie proposition, alors que le stand-up, c'est aussi un spectacle, mais on casse vraiment tout de suite le quatrième mur en proposant ça dans un bar où les gens sont en train de prendre des tapas, sont en train de boire un verre, on se regarde, on se voit, on peut se toucher, on crée une autre relation, je trouve, dès le début, rien que visuellement, quand les gens montent, le premier truc qu'ils nous demandent quand ils découvrent le lieu, c'est « mais c'est où la scène ?» Tu vois, ils sont un peu stressés, tu vois, je dis « vous voyez, il y a le micro qui est posé là-bas sur scène, c'est là, ah d'accord, mais donc on peut pas se mettre devant ?» Je dis « mais mettez-vous là, il y a pas de souci. » Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, on casse un peu les codes, parce que les gens sont toujours surpris de se dire « attends, mais c'est pas dans des fauteuils rouges, et il y a pas un rideau, il y a pas, tu vois, on est tous dans le même bateau, quoi. » Et c'est ça, je trouve, même visuellement, tu l'as pas forcément sur les autres disciplines, quoi. Et du coup, sur ces scènes ouvertes, comment ça s'organise en amont? Comment tu l'organises en amont en termes, je veux dire, de sélection? C'est une scène ouverte, donc c'est vendu comme, enfin en tout cas c'est dit comme c'est ouvert à tous et toutes, mais il n'y a pas 40 places par mercredi, il y a un quota de temps, il y a un quota de personnes. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu fais seul, à plusieurs? Est-ce qu'il y a des critères?
Ouais, là-dessus, en fait, on a toujours plus ou moins les mêmes critères depuis la création de la scène. Là aussi, hein, on a vraiment enfoncé les portes qui étaient déjà entrouvertes par le comptoir du rire. C'est-à-dire que la scène ouverte, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer un espace de liberté à tout le monde. Donc, on n'a aucun critère de sélection. On ne lit pas les textes en avance. On ne sait pas du tout ce que vont faire les gens quand ils montent sur scène. Voilà, ça a toujours été notre credo, même si c'est risqué. on n'a jamais eu vraiment de mauvaises surprises en plus, donc ça nous encourage à continuer sur cette philosophie-là. Quand tu dis mauvaise surprise, c'est mauvaise surprise dans le sens finalement t'es vraiment pas drôle, ou c'est genre gros discours d'extrême droite, un truc néo-nazi, voilà, un truc où le mec en fait il a pas compris que c'était du stand-up, mais il vient faire une tribune, tu vois, genre un truc raciste de ouf. Voilà, honnêtement, on n'a jamais eu ce problème au point de devoir intervenir, tu sais, genre ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a toujours laissé l'espace de liberté totale. On a toujours aussi trouvé que il était important que les humoristes débutants aient quand même assez de temps pour s'exprimer sur scène, parce que c'est vrai que par exemple on parlait de Paris tout à l'heure, mais il y a tellement de scènes, tellement d'artistes que très souvent à Paris quand tu débutes tu as droit qu'à 3 minutes sur scène, et 3 minutes c'est extrêmement court, et il y a un peu ce côté second souffle, moi, que je trouve important d'expérimenter dès le début, sans forcément avoir 10 minutes entières, parce que 10 minutes pour le coup ça peut paraître très long pour le public si ça marche pas. Je trouve que de laisser 7 minutes, 8 minutes, c'est important pour que l'humoriste il puisse se dire ok, acter que c'est dur, sentir la panique parfois, mais se dire tiens, j'ai réussi à me reprendre, etc. Enfin, expérimenter un peu toutes les émotions qu'il doit traverser. Et en plus, 7 ou 8 minutes pour le public, c'est pas non plus, tu vois, c'est rarement horrible. Voilà, on arrive toujours à ce que le public après oublie un peu le mini trauma d'un bide et passe avec plaisir à la suite. Si tu veux, ça a jamais été glaçant. Donc nous, on part du principe qu'on laisse suffisamment de temps aux débutants. Et comment on sélectionne ? Juste, on sélectionne un peu par ordre d'arrivée des messages, des demandes. Et on se dit, la seule contrainte qu'on s'applique, c'est pas plus de 2 débutants par semaine. Parce qu'effectivement, nous, en général, on est 5 artistes par mercredi. Et on veut quand même équilibrer pour être sûr que même s'il y a 2 débutants, au moins on leur dit vous faites ce que vous voulez. Même si ça marche pas, c'est pas grave. On a des confirmés après qui vont reprendre un peu le truc pour essayer de faire passer quand même une bonne soirée aux gens, pour que toujours à la fin, ce que le public garde en tête, c'est j'ai vu une scène ouverte avec plein d'artistes mélangés, il y a eu du bon, du moins bon, mais c'est pas stigmatisant, tu vois, c'est pas genre ah les débutants c'est nul, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on essaye toujours aussi d'équilibrer l'ordre de passage des gens, les débutants, les confirmés, les professionnels, pour qu'au final il y ait un peu un mélange de tout ça, de niveau, de vannes qui ont marché. On a des professionnels parfois qui font des vannes qui marchent pas, des débutants qui cartonnent, et tu vois tout ça c'est un peu voilà, toujours un peu plein de surprises, et que les gens s'attendent à rien, mais qu'à la fin ils aient quand même passé une bonne soirée. Donc c'est 2 débutants maximum, et on essaye toujours de mettre 2 confirmés aussi, pour être à peu près sûr de pas avoir une soirée où personne ne rigole, quoi, concrètement, parce qu'on va pas se mentir, ça arrive de bider, ça arrive à tout le monde, donc on va juste minimiser les risques, voilà, c'est tout. Il est voulu avoir une qualité à la fin de la scène, tu parlais, tu vois, d'équilibre, oui, parce et tout, et je me disais, est-ce que sur la scène en elle-même, ça t'est déjà arrivé de te dire je vais rééquilibrer comme ci, je vais rééquilibrer comme ça, est-ce que t'as des ah bien sûr, t'as tous des les petits mercredis, jokers sur mercredi de dire bien sûr, moi ça m'est arrivé de voir un artiste en détresse, même pas forcément un débutant, de voir un artiste, voilà, ça se passe pas bien, moi je devais pas forcément passer là, comme c'est ma scène si tu veux, moi je pars du principe que je dois intervenir si tu veux, c'est à moi de remonter un peu l'ambiance, du coup parfois je réagis, je me dis tiens je vais jouer maintenant, je mets un peu plus d'énergie, j'essaye de rester plus longtemps sur scène pour relancer un peu, je suis un peu à l'écoute de ce qui se passe, non pas que je sois le sauveur là systématique, c'est juste que c'est ma responsabilité, en fait je le vois pas en termes de niveau, je le vois en termes de responsabilité. Les gens qui viennent jouer à la Toulouse Comedy Night doivent jouer dans des bonnes conditions. Jamais on va punir un artiste qui a bidé, parce que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive. Mais par contre, celui d'après, potentiellement, ça va le mettre dans des conditions difficiles, parce que le public est froissé, et lui, il est très stressé, etc. Du coup, il va se tirer une balle dans le pied. Donc, vaut mieux, quelque part, dire « Ok, on repart à zéro, j'y vais maintenant, tu passes après moi. » Comme ça, lui, au moins, il passera dans des bonnes conditions. S'il bide, c'est pas grave, tu vois, on fera autrement, mais au moins, on se dit qu'à chaque fois, l'ardoise, elle repart à zéro, ou voilà. Après, parfois, on peut pas toujours, hein, ça arrive d'avoir 2 bides d'affilée, c'est jamais, encore une fois, aussi simple de tout contrôler, mais oui, moi, je jauge vachement, enfin, je peux me mettre un peu à n'importe quel moment, quoi. Je préviens les artistes, je dis, toi, tu passes là, là, là. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça dépendra de la soirée. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a forgé une expérience, c'est de me dire cette responsabilité que j'ai en plus
par rapport aux autres qui déjà ont l'apprentissage du texte, le track, tout ça, moi je l'ai aussi, hein, j'ai aussi ces problématiques-là. Bah, le fait d'avoir en plus cette espèce de responsabilité que je m'impose, de me dire ok, il faut que la soirée se passe bien et c'est à moi de faire en sorte que ça se passe bien, bah du coup ça m'a aussi forgé sur mieux accepter mon track et me dire que finalement c'est presque secondaire, quoi. C'est plus sécurisant pour les personnes qui vont passer sur scène. Oui, parce qu'on a souvent par exemple les débutants qui nous demandent pourquoi ils passent en premier. C'est vrai que c'est une question qu'on s'était beaucoup posée au début, parce que moi-même quand j'ai commencé ma toute première scène, j'étais pas passée en premier. Souvent ce qui se fait un peu, c'est de mettre la personne au milieu, tu sais, où on se dit ça va noyer si jamais elle bide. Mais nous on s'est toujours dit que c'était pas forcément judicieux, et on a toujours cette politique de quelqu'un qui montera sur scène pour la première fois, il passera en premier, parce que le public est chauffé quand même, on les accueille, on parle aux gens, enfin moi si je fais ce qu'on appelle faire la chauffe ou faire la présentation du début, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils vont voir, comment il faut réagir, comment il faut être bienveillant, etc. Donc on les prépare un petit peu mentalement à ça. Et en plus, du coup, les gens, après, ils sont neutres, vierges de toute vanne, vierges de tout. Et du coup, le mec qui arrive pour la première fois, ou la nana, ben, souvent, il y a une telle bienveillance qu'il marche beaucoup mieux que s'il est passé après quelqu'un de très confirmé, qui a le sens du rythme, qui a des vannes qui tombent, qui sont très efficaces, parce que forcément, la comparaison, elle se fera en la défaveur du débutant. Je veux dire, même si t'es prometteur, t'as forcément pas les outils, t'es pas encore armé pour rivaliser entre guillemets avec quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans, si tu veux. Donc nous on se dit passe au début, comme ça en plus tu stresseras moins longtemps, tu vois, et en plus les gens seront hyper à l'écoute, super accueillants, et ensuite voilà, ça pourra peut-être monter un peu en puissance, mais les gens se diront pas genre ah le deuxième il était mieux que le premier, non, justement ils se diront ah j'ai passé une bonne soirée, tu vois, tout est fluide en fait, ça c'est ça qu'on recherche. Ça c'était pour la partie on va dire un peu comment sécuriser, comment mettre bien les artistes. Comment mettre bien le public, vu qu'on brise le 4e mur, interaction avec le public, mais du coup, ça vanne fort avec le public. Est-ce que tu as des recommandations générales? Est-ce qu'il y a des réflexions entre collègues ou c'est vraiment en mode, comme tu disais, on regarde pas, nos filtres, et toi, tu régules au fur et à mesure? C'est une question compliquée parce que c'est aussi très personnel. C'est-à-dire que je pense, moi par exemple, je parle très peu en interaction avec le public. Je parle au public, je m'adresse au public, je rebondis quand il se passe des choses, je réagis, mais je vais pas aller chercher. Moi, je suis pas du genre, enfin voilà, c'est ma personnalité en fait, tout simplement. Je vais pas aller chercher, tu vois, genre et vous êtes en couple, et nana, elle a dit oui, et toi t'as dit non, ah il y a un malaise, tu vois, genre voilà, je vais pas aller chercher ça, tu vois. Y en a qui vont le faire parce qu'ils sont très à l'aise dans l'exercice et qui le font très bien. Mais moi, je vais plutôt d'abord essayer de créer un climat où les gens sont confiants. Donc c'est aussi ça que j'aime faire quand j'accueille. En fait, pour mettre en condition le public, j'ai aussi remarqué que c'est dès l'accueil en fait. C'est pas au moment où le spectacle commence que ça se joue, c'est aussi dès l'accueil. Est-ce que la lumière dans le bar, elle est assez tamisée pour que les gens soient un peu à l'aise? Est-ce qu'il y a une petite musique un peu forte quand ils s'installent pour qu'ils puissent parler fort et petit à petit un peu se décoincer pour que quand le spectacle démarre, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un spectacle de stand-up où t'arrives, où il n'y a pas de musique, où il y a le plafonnier dégueulasse et que d'un coup ça commence en fait, parce que toi t'es prostré sur ta chaise, ça fait 20 minutes que tu te tais et là on te demande de rire, ça n'a aucun sens si tu veux. Donc nous, voilà, tout le moment d'attente du spectacle, on essaye de faire monter déjà un petit peu cette espèce d'ambiance intimiste, chaleureuse, tu vois, on met de la musique, on tamise un peu les lumières, on essaye d'accueillir les gens avec le sourire, on répond à leurs questions tant que c'est possible, etc. Pour que quelque part, quand ça démarre, il y ait déjà ok, on sente que ce soit chaleureux. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, après, c'est vraiment le libre choix des artistes que de s'adresser à telle ou telle personne du public. Par contre, moi, en tant qu'organisatrice, non pas en tant qu'artiste, mais avec la casquette d'organisatrice, si j'assiste à une scène que je trouve dérangeante où je vois un artiste qui a été désagréable avec un spectateur, je vais intervenir après, en off, et lui dire « ça, j'ai pas apprécié, ça, tu refais jamais. En tout cas, moi, je parle vraiment en tant qu'organisatrice, ça m'a déplu. » Pareil avec un spectateur du reste. Hein. Si jamais je vois qu'un spectateur manque de respect à un artiste, moi, dès que je peux, j'interviendrai sur scène en disant par contre, ça va pas. Là, non. Et je mettrai, tu vois, un peu le côté, les barrières, quoi. Donc le cadre, il doit être posé en fait. Et pour moi, c'est la responsabilité des organisateurs, du mec ou de la nana qui fait la chauffe au début, de poser les bases. Et après, les artistes, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent, les spectateurs, ils font ce qu'ils veulent, et de temps en temps, on réajuste. Voilà. Mais après, encore une fois, on est tous différents. Moi, il y a parfois des gens qui réagissent très bien à des interactions, alors que moi, je suis en régie et ça me met mal à l'aise. Pourtant, je vois que le public réagit bien, donc je dis ok, moi je trouvais ça un peu agressif, mais si les gens rigolent, pas de souci.
ou à l'inverse, je vois des humoristes qui sont complètement figés dans leur texte alors qu'il se passe des trucs de ouf dans le public et que je me dis ah dommage, il aurait pu réagir sur ci ou sur ça, mais encore une fois c'est vraiment la libre interprétation de chacun de ce qui se passe, quoi. Moi c'est juste après en tant qu'organisatrice, sans parler du côté artistique, où je dis voilà, il y a juste des notions de base, de respect, de pas lyncher les gens, que ce soit les gens qui sont sur scène ou les gens qui sont dans la salle, et s'il faut réajuster, je réajuste, quoi. Je cherchais à un moment comment formuler la question, tu sais, du est-ce qu'on peut rire de tout ça, parce que je me suis dit, on a dû te la poser 10 milliards de fois, mais j'ai cherché en tout cas une formulation un petit peu plus intéressante. Un des principes, moi, que je trouve intéressant, c'est qu'en gros, des fois, à travers l'humour, tu peux en tout cas refléter des rapports un peu de pouvoir, de domination d'un groupe sur un groupe, voulu ou non, ou en tout cas, tu peux contribuer à les perpétuer. Tu vois, genre le côté, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est de l'humour raciste, misogyne, je sais pas, homophobe, grossophobe, il y a plein de choses, et c'est une question que les gens se posent tout le temps. Je voulais savoir, toi, quand tu crées une scène et que tu animes une scène, comment tu te positionnes par rapport à ça? Le problème, c'est qu'il y a quand même cette dissociation que je fais entre moi, l'humoriste, avec son regard artistique, et l'organisatrice. C'est-à-dire que quand j'organise une scène, c'est vrai que je vais être beaucoup plus à l'écoute des propos que je vais trouver tendancieux. Par exemple, voilà, en tant que femme, ça m'agace encore d'entendre des humoristes faire des voix de femmes pendant leurs sketchs qui sont systématiquement des voix de cruche. Tu sais, genre là, la meuf, elle arrive, elle me fait « Ouais, hein, pourquoi hein ?» Tu vois, ce genre de truc. Moi, je sais que... En vrai, je voulais exactement parler de ça, mais je me suis dit, dans ma question, ça va faire trop cliché de dire à une humoriste « Et toi, en tant que femme humoriste ?» Mais en vrai, ouais, pour moi, ça joue aussi, quoi. C'est vrai. Et du coup, ça, c'est mon côté organisatrice qui réagit quand j'entends ça, parce que artistiquement j'ai envie de dire il fait ce qu'il veut, bon moi c'est pas ma cam, mais vas-y parle de ce que tu veux quoi mon gars. Par contre là, en tant qu'un peu organisatrice, j'ai l'impression d'être un peu celle qui reçoit les gens chez elle à dîner, tu vois, et t'as envie que ça se passe bien et t'as pas envie qu'il y ait du malaise. Du coup, j'ai tendance un peu à regarder le public, à me dire, putain, est-ce que les femmes se sentent vexées, ou parfois, oui, on peut avoir des vannes maladroites, grossophobes, homophobes, racistes. Je suis sûre que j'en ai parfois, si tu veux. Moi, je pense qu'on est tous, personne n'est exempt de parfois être maladroit. On est tous, en fait, maladroits parce que c'est des sujets, tu vois, on dit, ah, est-ce qu'on peut rire de tout et tout, mais en vrai, pour moi, la réponse, elle est pas aussi simple que le oui, mais ça dépend avec qui, tu vois. C'est aussi que pour moi, l'important, c'est de se remettre en question. Moi, je me remets vachement en question parce que je suis sûre d'avoir forcément un jour blessé des gens dans une vanne. C'est forcément arrivé. Des minorités silencieuses qui auront rien dit, qui auront même peut-être ri de bon cœur parce que les gens ont rigolé à côté et que du coup, ils ont dit, on va rire aussi, alors que peut-être profondément, ça les gênait, tu vois. Moi, je sais que je suis sensibilisée sur certains sujets auxquels je fais attention, mais ça se trouve, il y a des maladresses dans d'autres sujets qui vont être importants pour d'autres personnes. Moi, par exemple, j'ai mis très longtemps à faire un sketch sur l'avortement, des vannes sur ça, parce que je savais pas du tout comment l'aborder. J'étais là, ouais, c'est chaud et tout, tu sais pas comment les gens, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu et tout. Et en fait, c'est juste quand t'arrives avec tes doutes et quand t'arrives, je pense, avec cette espèce de conscience de je sais pas les gars si jamais j'ai le droit, mais je tente quand même, et que du coup t'es un peu dans une sincérité. Tant que tu fais pas des injonctions, pour moi tu peux vraiment faire des vannes sur tout, parce que je pense que l'idée c'est de montrer aux gens que t'as réfléchi à la question, que tu t'es quand même posé des questions, que tu t'es parfois tu doutes en fait. Et moi, si je vois un humoriste qui a réfléchi à un truc, même si sa vanne au final elle est très simple, mais juste je me rends compte que derrière il y a eu un cheminement qui lui a autorisé à se dire non, j'ai vraiment envie de faire ça, je vais vraiment bien la recevoir. Que parfois quand c'est juste un truc un peu aveugle de ah tiens ça me fait rire, je le balance sans qu'il y ait une réflexion derrière, c'est là que ça peut blesser, je pense. Je sais pas si je suis très très claire, mais le travail effectué derrière peut amener cette remise en question ou pas, et que du coup, ouais, ça je te pense permet qu'on de reste, voir, on reste des humoristes, on est censé faire des blagues, mais je pense que le travail d'un humoriste, c'est aussi de se poser des questions sur ce qu'il pense profondément. C'est-à-dire que s'il fait une blague sur les juifs, qu'est-ce qu'il pense profondément de cette blague et du message qui est porté par la blague, même si personne n'est obligé de faire des messages profonds, politiques, engagés, tu vois, juste, c'est quoi le sens de la vanne? Plus t'avances dans les années, plus t'essayes de dire des choses où t'es quand même en accord avec ce que tu dis profondément, parce que si c'est juste des vannes et des bons mots superficiels, franchement, mets-toi sur Twitter, va pas sur scène, quoi. Même si tu fais des vannes sur la bite ou sur le gratin de courgettes, faut quand même qu'au fond, tu crois vraiment ce que tu dis, tu vois. Je pense que c'est ça la clé. Si tu crois vraiment ce que tu dis et que tu y as réfléchi un minimum, je pense que vraiment les vannes, même sur des sujets sensibles, elles passent parce que les gens, ils sont là genre, ok, il y a un pilote dans l'avion, je lui fais confiance, c'est sa réflexion, je la respecte.
Il y a un côté un peu ascendant psychologique aussi, hein. Parfois, moi, j'ai vu des humoristes dire des choses que je trouvais extrêmement choquantes, mais ils sont tellement forts, tellement doués, tellement charismatiques, qu'aussi, bah, tu rigoles quand même. Alors qu'après coup, tu sens un malaise, tu dis, putain, mais wow, c'était quand même hyper, hyper raciste. Tu peux aussi tromper les gens avec le charisme, et c'est là que bah, certains artistes en jouent beaucoup, et il faut quand même se méfier aussi de ça, quoi. Est-ce que tu as un côté, une blague noyée dans plein d'autres blagues va peut-être moins choquer ou interpeller les gens, mais tu sais, genre 2 sketchs d'affilée sur le même truc, ou 3 sketchs d'affilée, tu te dis, ah tiens, ce soir finalement, ça fait beaucoup de blagues où on a niqué des mères. Enfin, je prends un exemple. Ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as déjà vu, ou je me posais la question moi en réfléchissant à ça, ou c'est genre avec mon esprit alambiqué qui me dit, ah c'est sûr que ça doit arriver. Non, ça arrive. Bah après, c'est vrai que c'est toujours agaçant quand tu passes et que t'es dans ton texte, t'es dans ta mini répétition mentale de c'est à toi de jouer dans 2 minutes, d'entendre des vannes sur le même sujet. Bon, bah après, c'est toujours pareil, c'est ce que t'en fais sur l'instant. Franchement, moi, j'ai tendance à dire, bon, je sais qu'on en a déjà entendu parler ce soir, mais ça me fait vraiment chier de pas la faire, parce que j'avais vraiment envie de faire ça, donc je la fais quand même. Voilà, t'en joues, tu vois, tu peux toujours un peu trouver des ficelles comme ça. Après, bah, c'est sûr que si 3 thématiques identiques le même soir, je pense que c'est aux artistes à la fin, sans forcément changer leur texte à la dernière minute, mais peut-être en rentrant chez eux le soir, de se dire, bah tiens, peut-être que du coup je vais écrire sur d'autres sujets, quoi. J'en ai marre de faire un peu la même chose que les autres. Je pense qu'après c'est chacun selon ce qu'il a envie de faire ou pas. Ça m'arrive des fois de faire des vannes où je me dis putain, en fait j'ai l'impression que j'ai fait exactement les mêmes vannes que les gens avant. Bon bah peut-être qu'elle est pas assez bonne ma vanne, tout simplement. Est-ce que l'actualité en général, ou des fois toulousaine, tu te dis, on sent qu'il s'est passé ça il y a une semaine ou il y a 2 semaines, parce que ça impacte soit l'ambiance du public, soit la réception d'une vanne, soit les sujets que vont traiter les artistes? Déjà, il y a, je trouve, à Toulouse, par rapport à d'autres villes, il y a des réactions beaucoup plus fortes sur certains sujets, et aussi les lieux à Toulouse. Moi, j'ai déjà joué dans des bars, par exemple, qui sont réputés pour être très à gauche, voire anard, avec un public souvent assez militant, etc. Et t'as certaines vannes où vraiment t'as des réactions hyper fortes dès que c'est un peu féministe, ou dès que c'est un peu, je sais pas, enfin, dès que tu parles d'un truc où tu dénonces quelque chose, même si c'est avec une vanne un peu légère, tu vois, qui dénonce en filigrane un peu l'homophobie, tu vas avoir des applaudissements, des trucs. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que tu ressens dans les lieux, et c'est hyper cool d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a un côté où tu sens que les gens t'écoutent profondément, et je trouve que ça c'est assez plaisant, parce que c'est une autre façon de consommer l'humour, quoi. Il y en a qui sont un peu des publics un peu plus calmes, où ils attendent un peu d'être nourris comme ça de vannes, d'attendre la punchline, tu vois, sans forcément essayer d'avoir une vraie réflexion avec l'artiste et une vraie rencontre un peu sur ce qu'il pense. Encore une fois, personne n'est obligé de faire... Moi, je n'ai pas la prétention de faire des trucs hyper engagés, mais tu sais, de temps en temps, tu as une petite vanne qui... Ah, tiens, on sent qu'elle est un peu féministe, hop, bah là, tu sens que tu raccroches les gens avec toi, et ça c'est hyper cool, et tu l'as vachement à Toulouse, et encore plus dans certains lieux, ouais. Et là, avec toute l'actu qu'il y a eu pendant 1 an, les gilets jaunes, les manifestations, enfin la réforme des retraites, etc., je trouve qu'il y avait vachement de répondants sur ces sujets sociaux, sociétaux, et ça, j'ai trouvé ça assez cool, parce qu'on se sentait vraiment connecté au public. Et ça c'était vraiment plaisant. Beaucoup plus qu'à Paris, par exemple, où il y a eu une tendance justement de vachement dénigrer le mouvement des Gilets jaunes. Et quand tu parlais tout à l'heure de faire 3 fois le même sketch, bah ça arrivait que sur un plateau d'humoristes où tu avais 6, 7, 8 humoristes dans la soirée, et ben ils soient 4 ou 5 à faire des vannes pour tailler les Gilets jaunes. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça passerait pas à Toulouse, par exemple. Tu vois, il y a quand même des différences. Ça passerait moins, en tout cas. Ça passerait moins, en tout cas ça dépend des lieux, mais dans la plupart des lieux qui font du stand-up à Toulouse, se moquer des gilets jaunes, faut vraiment que ta vanne elle soit excellente, quoi, parce qu'il y avait un côté un peu méprisant, tu vois, où le public parfois parisien qui allait dans certains lieux à cette époque-là voyait ça d'un regard très parisien, disant ouais, les mecs les beaufs sur les ronds-points en province, ça nous intéresse pas. Du coup, bah les vannes étaient parfois un peu méprisantes, même si elles étaient qualitatives et drôles. Je me disais, tiens, faudrait pas qu'il y ait ça, ouais, effectivement, à la Toulouse Comedy Night, je pense que ça passerait beaucoup moins. Il peut y avoir des sketchs ancrés plus dans l'actualité et des personnes qui vont plus être dans vas-y, fais nourrir, on est là pour ça. On attend quelque chose de voilà, une blague toutes les 30 secondes. Ça, il y a Internet malheureusement aussi. Hein. Bah voilà, encore une fois, on peut pas lutter, ça fait vraiment réac, tu vois, on va pas lutter contre finalement un outil de diffusion du stand-up qui a plein de bons côtés, mais en même temps, dont je pense le pire défaut, c'est vraiment cette espèce de consommérisme. De toute façon, la vidéo, elle se lance toute seule sur ton fil d'actu Facebook. Si t'as pas rigolé au bout de 10 secondes, t'as déjà scrollé, ou alors tu mets un commentaire genre malaise, pas drôle, nul à chier, dégage, enfin voilà, des trucs horribles. Je vois, là, je viens de me mettre sur TikTok, ça m'a fait rire de me rendre compte que
plus les vidéos sont courtes, plus elles marchent. Enfin, on est vraiment sur cette espèce de volonté à tout prix de quantité et de plein de petits trucs très courts, plutôt qu'effectivement installer quelque chose. C'est bien qu'il y ait les deux en fait, parce que ça force les humoristes à être efficaces sur certains trucs, mais d'un autre, je me dis, quand même, les gens qui vont se déplacer voir ton spectacle, c'est pas ces gens-là. C'est pas des gens qui attendent ça, et c'est des gens qui, eux, par contre, quand ils viendront voir ton spectacle d'1 heure, ils auront envie de plonger dans cet univers, être un peu plus, dans cette espèce d'apologie de la lenteur, avec certes de la vanne, mais aussi des propositions, avec parfois des temps un peu plus calmes, etc. Donc, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. C'est juste qu'il faut prévenir les gens qui viennent voir des scènes ouvertes que c'est pas juste regarder des vidéos de Montreux sur YouTube où tu passes en accéléré parce que ça te fait chier, quoi. Et finalement, la scène ouverte, c'est un peu un mélange entre les deux parce que c'est des passages courts d'artistes, 7, 8, 10 minutes, mais en même temps, tu peux pas zapper, quoi. Tu vois, t'es obligé de suivre un peu le gars et ça, c'est cool. C'est rare les endroits où il y a de la libre expression, tu vois, là quand tu le présentes, tu dis non, on fait pas de filtre, on veut prendre le parti de ça passe ou ça casse, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et nous après on rattrape. Pour l'instant, on maintient cette ligne artistique là. C'est pas forcément ça qui est mis en avant ou qui est véhiculé à travers les scènes ouvertes de stand-up. Prends un autre truc, je sais pas, genre scène ouverte de poésie, les gens vont tout de suite dire genre c'est une scène ouverte, c'est accessible à tout le monde. Alors que scène ouverte de stand-up, pour les gens c'est on va gaulerie ce que tu disais. Ouais, mais en même temps, on y tient aussi quand même. C'est-à-dire que souvent les gens nous envoient des messages genre non, mais vous êtes sûr, vous voulez pas relire mon texte? Oui, ou est-ce que je peux mettre un peu de musique? Ou est-ce que je peux mettre à un moment, je peux faire du jonglage? Et en fait, nous on dit tu fais la forme artistique que tu veux faire de la musique. Par contre, nous techniquement, voilà ce qu'on a à dispo, c'est un micro, 3 mètres carrés, même pas. Tu te démerdes après, tu vois. Nous, le seul truc sur lequel on insiste, c'est il faut que ton intention première, ce soit de faire rire. Après, tu dis ce que tu veux. Tu le fais de la manière que tu veux. Mais il faut pas perdre d'esprit quand même que nous, on est là pour au moins être dans cette intention consciente de faire rire. Comme le public est dans cette intention consciente de rigoler. Après, tu peux passer par plein de biais. Mais voilà, on n'est pas non plus effectivement sur un truc totalement libre, comme tu disais, sur la poésie ou machin. Voilà, nous, le seul carcan qui est quand même pas des moindres qu'on impose, c'est ça. C'est il faut que tu fasses rire, enfin, que tu aies envie de faire rire. On n'est pas obligé d'y arriver, parce que c'est quand même ça qui est le plus difficile. Moi, c'est ce que je dis. T'as pas des conseils. En fait, est-ce que ce que tu lis, quand tu relis ton texte, est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça t'a fait rire quand tu y as pensé? C'est tout. Si toi, ça t'a fait rire, t'as quand même des chances que ça fasse rire quelqu'un d'autre. Peut-être pas tout le monde, mais au moins 1 ou 2 personnes, ou peut-être 10 personnes, ou 20 personnes. Mais si ça t'a fait même pas rire toi, laisse tomber, en fait. C'est pour ça qu'on se dit, en insistant bien sur ces règles-là, on évite quand même grandement d'avoir un discours néo-nazi un jour sans vanne, quoi, tu vois. Je me dis, si les gens gardent ça à l'esprit, déjà, ça limite la casse, de base. C'était moi l'ensemble des questions, en tout cas des sujets que j'avais envie d'aborder. Est-ce que là, tu te dis, ça il en a pas parlé, mais Fada, c'est vraiment le truc le plus important, il s'est vraiment raté, tu vois. Ouais, t'as vu, j'ai pas fait l'accent de la femme, mais je l'ai fait l'accent un peu cliché du Marseillais, de la Marseillaise. Énorme. Désolé. Est-ce qu'il y a un sujet ou une chose où tu te dirais, là, t'es vraiment passé à côté, tu peux pas conclure non, franchement, d'aborder ça? Ouais, je pense qu'on a vraiment abordé dans les grandes lignes un peu tout cet univers-là. Juste encore une fois, répéter que vraiment, je pense que tout le monde peut s'essayer au truc. C'est pas pour ça que tout le monde va faire une grande carrière. Hein. C'est malheureusement, je pense on sera très peu à y arriver. Mais tout le monde peut s'essayer à l'exercice. Et j'entends ça beaucoup, par exemple, sur l'impro, mais je trouve que l'impro nécessite beaucoup plus de courage, encore une fois, parce que là, on est certes tout seul, mais on arrive avec un texte qu'on a eu le temps d'apprendre. Nous, quand on donne des dates de passage à des artistes qui veulent s'essayer à la scène, ils jouent jamais avant dans 6 semaines ou 8 semaines, donc ça laisse quand même grandement le temps d'écrire quelque chose. Personne ne force les gens non plus à rester 8 minutes, c'est-à-dire que si toi tu arrives et que tu as joué que 5 minutes, c'est pas grave. Enfin, voilà, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui hésitent un petit peu à se lancer, faut vraiment le faire. Et encore une fois, se dire qu'il n'y a rien de grave qui peut sortir d'un essai, même pas hyper concluant. Voilà, c'est vraiment, je pense, le truc principal. Et c'est pour ça qu'on continue à appeler ça une scène ouverte et qu'on veut défendre cette liberté-là. C'est parce qu'on veut que les gens aient conscience que c'est faisable et que personne n'en est mort, à ma connaissance, d'avoir essayé de le faire. Donc, faut pas hésiter, quoi. Tu as déjà anticipé sur la conclusion, ça me fait plaisir. Alors, à chaque fois, je demande aux personnes un conseil sur la thématique. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent créer et animer des scènes de stand-up? Créer et animer une scène de stand-up, pour moi, rapidement, c'est des lumières, un micro,
un peu de musique et déjà ça c'est bien, mais il faut un peu d'espace séparé, un tout petit peu, un mini espace qui peut faire office de scène et les premiers rangs ou le premier rang qui est quand même de quoi faire 2-3 pas, un micro, un bon son et un peu de lumière quand même pour que les gens comprennent que le spectacle il se passe là sur scène et voilà, déjà ça c'est pas mal, vraiment. Et bah merci beaucoup. Et ben merci à toi, c'était très cool. À une prochaine, un mercredi. Et ben avec grand plaisir, à bientôt. C'était le 5e épisode de Passy Rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine, à retrouver tous les mardis sur YouTube, Spotify, Deezer, Podcastic, Ocha, 3 petits points. Pour aller plus loin, je te conseille d'écouter le podcast Des couilles sur la table qui s'appelle Laurent Siama, la mort de l'humour sexiste, autant de fois qu'il le faudra avant de pouvoir enfin sortir et aller directement à la Toulouse Comedy Night, histoire de te faire ton propre avis. Toutes les références de ce podcast sont dans les descriptions de la vidéo sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Passy Rose est un podcast indépendant et autoproduit. Merci pour l'écoute de ce podcast enregistré confiné à la maison, donc à distance avec les moyens du bord. À la semaine pro.